Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Donc on est ravis, on a le grand plaisir et l'honneur de recevoir pour cette conférence, mais aussi pour tout le mois de février, Sanjay Subrahmanyam comme professeur invité par le département d'histoire de l'ENS et par l'EUR Translittérae. Donc Sanjay Subrahmanyam est Distinguished Professor of History and Irving and Gene Stone Chair in Social Science à l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. Et après une carrière qu'il a menée depuis Delhi, où il a fait ses études et commencé à enseigner jusqu'à Paris, d'abord à l'EHESS, puis au Collège de France, en passant par Oxford. Voilà, il est désormais à Los Angeles. Il a obtenu de nombreux prix internationaux, le prix Infosys, le prix Dan David, le prix international d'histoire décerné par le Comité international des sciences historiques, qui est une sorte de prix Nobel d'histoire, on pourrait dire. Donc, je dirais simplement quelques mots, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur son parcours à la fois biographique et intellectuel lors de la masterclass qui conclura son séjour donc à la fin du mois de février, le 29 février, en salle du SAN, à la même heure, à 17h. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter cette date si cela vous intéresse. Donc je serai vraiment très bref, quelques mots très rapides pour dire que donc c'est en 1997, après une première série de travaux importants sur l'économie politique de l'Empire portugais, sur l'Empire moghol, entre autres, que Sanjay Subrahmanyam a forgé la notion d'histoire connectée, Connected Histories, au pluriel donc, et c'était une proposition historiographique très forte qui a connu une diffusion mondiale parce qu'elle proposait d'une part une nouvelle manière en fait de considérer au prisme des connexions l'époque moderne. C'était l'un des objectifs du fameux article de 1997 qui proposait cette notion d'histoire connectée dans la revue Modern Asian Studies, parce qu'aussi cette notion mettait en lumière les limites du comparatisme dans lequel s'était cantonnée jusque-là l'histoire globale, et parce que cette notion est complexe, puisqu'on pourrait dire que l'histoire connectée est à la fois une variante de l'histoire globale, mais elle est aussi une critique de l'histoire globale, dans ce que l'histoire globale peut avoir quelquefois de trop éthéré, de trop lénifiant ou de trop eurocentrique. Et donc l'histoire connectée, telle que la pratique Sanjay Subrahmanyam, est caractérisée par son empirisme, son rapport direct aux sources primaires, comme disent les anglophones. C'est une histoire, les mains dans le cambouis, ou les bottes dans la boue, pour citer une expression qui lui est chère. Et puis, deuxième point, ces sources sont toujours lues dans leur langue d'énonciation, d'origine, le plus possible, qu'il s'agisse du portugais, du hollandais, du persan ou des langues indiennes, entre autres. Et puis, j'ajouterai peut-être une troisième caractéristique de cette histoire connectée qui fait que c'est toujours un plaisir de la lire, c'est que elle est ironique, elle est d'ailleurs parfois même polémique, et Sanjay Subrahmanyam l'a définie dans un de ses derniers livres comme une Oppositionswissenschaft, un savoir de l'opposition, donc un savoir critique qui n'a pas forcément vocation à être hégémonique, à dominer le champ, mais qui est un peu à la marge d'une certaine manière, ou une marge un peu centrale, c'est compliqué à visualiser, mais qui a cette fonction un peu de poil à gratter, critique, contre les évidences de l'histoire globale. Donc la bibliographie de Sanjay Subrahmanyam est considérable, plus d'une trentaine d'ouvrages publiés dans plusieurs langues, des centaines littéralement d'articles dans les meilleures revues historiques. Donc je vais pas avoir la prétention évidemment de faire ressortir des choses, donc simplement un choix un peu subjectif qui est un peu
moi, mon coup de cœur personnel dans l'œuvre de Sanjay Subrahmanyam, c'est ce livre, qui est un des rares livres qui n'a pas été traduit en français, donc qui est le livre qu'il a coécrit avec Muzaffar Alam, qui s'appelle Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, et donc qui est un livre vraiment formidable sur la trace de voyageurs indo-persans à travers l'étude de leur récit de voyage, le Safarnama, dans tout l'océan Indien et au-delà, toute la partie du monde qui va d'Istanbul à l'insule Inde. Et c'est un grand plaisir de lecture, et puis une proposition là aussi très forte. C'est peut-être l'un des livres où on s'affranchit le plus de l'eurocentrisme et où on va vraiment dans cette histoire connectée de l'Asie. Donc voilà, ça c'était un choix personnel, et puis je mentionnerai son actualité éditoriale très riche, donc avec les derniers livres parus en français. Donc tout récemment a reparu chez Chandaigne la biographie à la fois iconoclaste et décentrée de Vasco de Gama, qui avait paru pour la première fois en 1997, et qui avait été traduite en français, publiée au Seuil, et qui reparaît là chez Chandaigne dans une nouvelle édition. Je mentionnerai aussi ce très beau livre, Les peuples de l'Orient, au milieu du XVIe siècle, qui est une édition commentée d'un codex, le codex Casanatense, qui se trouve dans une bibliothèque de Rome et qui présente une image, une vision, puisque ce sont des sources visuelles, des aquarelles, qui représentent les peuples de l'Orient au XVIe siècle. Et donc c'est aussi, ce sont ces sources visuelles auxquelles il s'intéresse aujourd'hui. L'un des derniers livres publiés en français, Empire entre islam et chrétienté, 1500 à 1800, chez Buchet-Chastel, où il revient sur la notion d'empire, sur la vision qu'on peut avoir d'une histoire transimpériale pour l'époque moderne. Et puis enfin, un livre qui paraissait dans les semaines qui viennent. Le premier exemplaire vient d'arriver, donc il s'appelle, un très beau titre, Across the Green Sea, Histories from the Western Indian Ocean, 1440-1640, donc aux presses de l'Université du Texas, et donc où Sanjay Subrahmanyam revient sur l'océan Indien, qui est l'un de ses domaines de prédilection, mais plutôt là l'océan Indien occidental, avec des problématiques notamment de l'esclavage, entre autres. Voilà, donc j'ai déjà trop parlé, et donc on le remercie donc au nom de tout le département d'histoire et de l'École normale supérieure d'avoir accepté notre invitation, et je lui laisse sans plus tarder la parole. Merci Rahul, et merci à tout le monde. Ça marche? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Alors donc, je vais aborder ce sujet des Pyrénées à Jakarta entre guerre, philologie et botanique au XVIIe siècle, en commençant avec une petite explication de pourquoi et comment je suis arrivé à faire ce projet, qui reste d'ailleurs, il faut le dire, pour l'instant inachevé. C'est un projet en cours, mais je voulais partager un peu un travail comme ça aussi, parce que je pense que c'est pour les doctorants. Ça marche pas? Ça marche. D'accord. Ça marche mieux? Non? Oui? Vous m'entendez pas? Donc il faut peut-être que je passe à ça? Que ça marche mieux comme ça? Oui. Ok, d'accord. Donc, je suis arrivé à ce projet en fait par une voie un peu
particulière, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque temps, il y a 2 ans peut-être, j'ai été invité pour participer à une espèce de réunion dans le château de Cerisy. Le château, c'est un gros mot pour l'endroit en fait, mais c'était à l'honneur de notre ami Carlo Ginzburg. Et donc, tout le monde était censé présenter quelque chose qui avait un rapport avec le travail de Carlo Ginzburg. Alors moi, les sorciers au XVIe siècle, ça ne me dit pas grand-chose, donc je ne voulais pas passer par là, ni par l'acquisition. Mais par contre, j'avais trouvé cet article qui m'a toujours été très cher, qui est un article relativement méconnu de Ginzburg. Ça existe au moins en 4 langues, je pense qu'il y a aussi une version néerlandaise, et qui s'appelle donc Latitude Slaves in the Bible. Et pour une fois, donc Ginzburg a décidé de se pencher sur l'histoire de la Compagnie néerlandaise des Indes. Donc en fait, je pense que c'est la seule fois qu'il est rentré dans ce champ. Et notamment, il a fait ça en passant par un texte qu'il avait trouvé. Et c'est ce texte-là, Mémoire sur le pays des Cafres et la terre des Nalts. Nalts, c'est donc un personnage qui travaillait pour la Compagnie des Indes, par un rapport à l'utilité que la Compagnie des Indes orientales en pourrait retirer pour son commerce. Et il s'agit de l'histoire d'un personnage assez intéressant, c'est un Suisse qui s'appelle Jean-Pierre Pury. Et ce monsieur Pury, donc, est rentré dans le service de la Compagnie des Indes. Et puis, il a beaucoup voyagé, par conséquent. Il était dans la colonie du Cap, il était en Indonésie. Et c'était quelqu'un qui avait une espèce d'obsession avec la question des latitudes. Donc, il pensait qu'on pouvait expliquer plus ou moins la géographie du monde par les latitudes. Et donc, c'était une espèce de wénologue aussi, et il voulait donc faire pousser des vignobles, par exemple, en Afrique du Sud, il était parmi les premiers, et donc il est passé un peu comme ça, d'un endroit à l'autre, et finalement il a terminé sa vie en Caroline du Sud, donc en Amérique, et d'ailleurs il y a une ville qui porte son nom là-bas qui s'appelle Purisburg. Et c'est quelqu'un aussi qui était un marchand d'esclaves, et il était aussi un exégète de la Bible, donc en fait il a combiné ces choses, et c'est en gros ça que Ginzburg a expliqué dans son texte, portant essentiellement sur le parcours et aussi, disons, la réflexion sur l'histoire globale de M. Pury déjà au XVIIe siècle. Donc, comme il s'avérait que moi j'avais travaillé, j'ai commencé mon travail dans les archives de la Compagnie des Indes il y a tout juste 40 ans, en 1984. Donc je me suis dit, il faut chercher un autre Néerlandais ou quelqu'un qui a quelque chose à voir avec la Compagnie des Indes, et on peut quand même mettre ça en quelque sorte en regard avec la réflexion de Ginzburg sur M. Pury. Alors donc, très clairement, revenons sur là où on est. Donc les Pays-Bas, rappelons-nous, il y a déjà cette révolte contre l'Empire des Habsbourg qui commence à la fin du XVIe siècle. Il y a cette guerre d'indépendance qui va durer une bonne partie de la première moitié du XVIIe. Et donc, du coup, dans le cadre de ce combat, les Néerlandais vont créer donc une Compagnie des Indes. Une Compagnie des Indes qui est fondée en 1602. Déjà dans les années 1590, ils ont commencé à envoyer des navires et des flottes en Indonésie et aussi en Inde, mais c'était des flottes qui appartenaient à ce qu'on appelait les forts compagnies, c'est-à-dire les compagnies qui existaient avant la Compagnie des Indes. Et donc, il commence cette aventure qui va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand il y a donc la dissolution de la Compagnie des Indes. Donc, la Compagnie a une histoire, disons, grosso modo, de 190 ans. Alors, et pendant toute cette période, la Compagnie est connue pas seulement pour ses archives, qui sont énormes, mais vraiment énormes, mais aussi pour sa production
donc intellectuel, géographique, visuel, et ainsi de suite. Donc, par exemple, l'Atlas Blau de 1665 est en quelque sorte lié avec les activités de la compagnie et aussi lié avec un certain nombre de grands personnages de l'époque qui sont des investisseurs dans la compagnie. Donc, comme Nicolas Witsen, par exemple, qui était le maire d'Amsterdam à plusieurs reprises, un grand ami de Pierre le Grand de Russie, et donc quelqu'un qui est à la fois un intellectuel plutôt médiocre, il faut le dire. Le seul livre qu'il a écrit, c'est sur la Tartarie, et ça ne vaut pas grand-chose. Mais c'était aussi un collectionneur, c'est quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses. Donc, du coup, il faut revenir sur cette idée que même si les Néerlandais, grosso modo, ont commencé à s'intéresser à cette expansion d'outre-mer déjà au début du XVIe siècle, parce que vous voyez, là, ce sont deux textes qu'on a de tout début du XVIe siècle. Le premier, c'est un texte écrit en néerlandais par quelqu'un qui a accompagné Vasco da Gama dans son deuxième voyage de 1502. Là, vous aviez un document d'archives portant sur des Néerlandais ou des gens des Pays-Bas, en tout cas, travaillant pour les Portugais déjà dans la première moitié du XVIe siècle. Donc, du coup, il y a cet aspect-là. Bien sûr, les Néerlandais avaient aussi beaucoup d'ennemis. Il y avait des gens qui méprisaient plus ou moins les Pays-Bas comme un endroit qui n'était pas aussi élevé en termes de culture que d'autres pays de l'Europe. Il y avait aussi des fans, comme par exemple, on a ce texte de Hannibal qui s'appelle « Les délices de la Hollande », où on dit que la Hollande et la moelle des Pays-Bas tant pour la bonté et fertilité que pour la beauté, les voluptés et les délices. Ça, c'est donc une vision assez positive des Pays-Bas. Et on peut donc contraster ça avec une version britannique qui dit « It is the great bog of Europe. There is not such another marsh in the world. It's a universal quagmire. It is the buttock of the world. » C'est les fesses du monde, full of veins and blood, but no bones in it. Donc, c'est aussi censé être une réflexion sur le caractère des Néerlandais. Donc, nous disons une vision un peu mixte de ce qu'est le Pays-Bas au XVIIe siècle. Et dans l'historiographie récente, cette tension qu'on a sur ce qui est les Pays-Bas est toujours présent. Là, je mentionne deux livres qui ont eu un certain succès d'édition, tous les deux écrits tout d'abord en anglais, puis traduits. Il y a le livre assez connu de Simon Schama, historien britannique, l'embarras de recherche sur la culture hollandaise. Et puis, il y a le livre de notre ami Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer, où il prend les objets qui existaient, les peintures au XVIIe siècle, pour faire une espèce de vision de cette espèce de monde néerlandais. Alors, donc, ce monde néerlandais au XVIIe siècle, c'est quoi? En gros, les Néerlandais sont présents sur plusieurs continents. Ils sont présents dans l'Amérique, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, dans ce qu'on appelle les New Netherlands, donc plus ou moins la région de New York. Ils sont présents dans le sud, dans le Brésil, où ils vont rester à peu près 25 ans avant d'être chassés par les Portugais. Mais par la suite, ils vont reprendre le Suriname à partir des années 1760, et puis ils ont aussi cette présence dans les Caraïbes jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il y a les quelques îles qui appartiennent toujours aux Néerlandais dans cette région. Ça, c'est une partie. Ils ont une présence en Afrique occidentale, justement qui est liée avec le commerce des esclaves, parce qu'au XVIIe siècle, les Néerlandais deviennent des grands commerçants d'esclaves dans l'Atlantique. Il y a la colonie de Cap qui vont donc s'installer à partir de 1652. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, bien sûr, il y a leur présence tout le long de l'océan Indien et même au-delà. À partir de 1640, les Néerlandais sont les seuls Européens qui restent dans le Japon. Parce qu'une fois qu'on a chassé les Portugais, ils sont les seuls. Techniquement, ils sont dans une île
artificielle dans la baie de Nagasaki. C'est pas comme disons la terre ferme du Japon, mais ils étaient les seuls. Et bien sûr, ils avaient aussi cette présence en Inde, en Chine, à Mocha, dans la mer Rouge, à Gomrun, dans le golfe Persique, une grande présence dans le Sri Lanka, qu'ils ont contrôlé à partir de 1758, plus ou moins, au moins la partie côtière, et puis aussi, bien sûr, l'Indonésie. Donc, c'est une présence assez large. Donc, juste pour revenir sur ces dates rapidement, 1602, c'est le moment de la fondation de la compagnie. 1619, c'est le moment de la conquête définitive de Jakarta, qui devient donc, dans le vocabulaire des Néerlandais, on l'appelle Batavia. Et puis, quelques ans plus tard, on va aussi fonder une autre compagnie, c'est la Compagnie des Indes occidentales, qui a beaucoup moins de succès, qui est beaucoup plus pauvre que la première compagnie, qui ne va pas durer si longtemps que ça. La fortification de Manhattan, qui est faite par les Néerlandais en 1625-26, donc Néerlandais, c'est pas une coïncidence qu'on a tous ces noms néerlandais qui restent toujours dans la région de New York. Pourquoi est-ce qu'on a un endroit qui s'appelle Harlem ou Brooklyn? Tout cela, c'est donc les restes de ce moment au XVIIe siècle. Et le Brésil, et finalement, donc, la colonie de Cap, fondée par eux en 1652. Alors, tout cela a aussi permis les Néerlandais à développer leur culture visuelle dans l'Empire. Donc, en fait, comme le XVIIe siècle, c'est aussi le grand siècle de la peinture néerlandaise. Il y a une espèce de rapport va-et-vient entre les deux. Et je pense qu'il y a, parmi vraiment les très grands peintres, il y en a très peu qui sont vraiment allés à l'outre-mer, probablement à l'exception de ces deux qui sont allés au Brésil, Franz Post et Albert Eckert. Mais, par exemple, dans le cas de l'Asie, on a aussi beaucoup de peintres, disons, d'une moindre importance, mais néanmoins qui ont laissé des traces assez intéressantes. Donc, par exemple, dans les derniers temps, on a beaucoup travaillé sur ce personnage-là, qui s'appelle Andries Beekman. Et Beekman était tout d'abord connu parce qu'il avait fait cette peinture qui est, disons, de la partie extérieure de Jakarta, qui montre le bazar. Mais en fait, tout dernièrement, on a aussi découvert toute une série d'aquarelles. Il y a même eu une exposition aux Pays-Bas justement sur lui, où il a donc fait des aquarelles. Il a aussi fait une espèce de représentation ethnographique des gens qu'il a rencontrés dans l'Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique du Sud, et aussi au Madagascar et au Brésil. Donc, ce sont des peintures assez intéressantes qu'on voit ici. Et il y avait déjà une série d'articles publiés sur ça dans la revue Archipel, mais donc on a cet ouvrage plus ou moins complet où on voit par exemple les Chinois ou les guerriers en Indonésie. On voit aussi des femmes, disons, euro-asiatiques ou des femmes métisses dans l'Indonésie représentée. Donc, c'est une espèce de vision assez sophistiquée d'un artiste qui d'ailleurs n'était pas très connu avant ça. Et il n'est pas considéré comme un des grands artistes du XVIIe siècle. Mais en fait, le professeur allemand Michael Nord a commencé un travail pour vraiment faire un recensement de tous les peintres qu'on avait aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Et on est surpris, on se rend compte qu'il y avait vraiment des centaines et des centaines de gens qui ont été formés en peinture. Et donc, il y avait des gens qui n'ont pas trouvé un travail en tant que peintre ou en tant qu'artiste et qui sont devenus donc facteurs dans la Compagnie des Indes, et puis ils ont exercé quand ils étaient dans les territoires de l'Empire. Par exemple, ça, qui est à mon avis un des produits les plus intéressants, les plus spectaculaires, fait par un peintre anonyme. On ne sait pas qui il est. Et on l'appelle souvent l'anonyme du Cap.
Et il a fait que des dessins, il n'a pas fait de peinture, mais là vous voyez le cap, et il a aussi fait, par exemple, pas mal de dessins dans un cahier portant sur les Khoisan du sud de l'Afrique. Et là, vous voyez que lui et aussi quelqu'un d'autre a mis des commentaires assez détaillés sur ces peintures-là, en commentant le train de vie, en commentant les habitudes, etc. Donc c'est un document vraiment précieux pour les gens qui font, disons, l'ethno-histoire de l'Afrique du Sud au XVIIe siècle. Et voilà. Donc on a pas seulement une compagnie qui fait du profit, bien sûr elle fait du profit, mais c'est aussi une compagnie qui a des employés qui font énormément de choses comme ça. Et pour moi, c'est assez intéressant, c'est assez frappant quand on fait le passage du XVIe au XVIIe siècle. Parce que vous voyez que la raison pour laquelle ce livre-là, Les peuples de l'Orient au XVIe siècle, est précieux, c'est parce qu'on a vraiment très très peu de témoignages visuels venant de l'Empire portugais au XVIe siècle. Et même ces images-là, en fait, à mon avis, ils ne sont pas faits par un Portugais, ils sont faits par des peintres indiens. Ils ont été récupérés par les Portugais. Tandis que là, au XVIIe siècle, du coup, on arrive à un moment quand on a une espèce autre possibilité en tant que vision du monde et rapport entre sources écrites, très riches, et aussi sources visuelles. Ok, donc ça c'était une introduction peut-être un peu trop longue pour venir à mon vrai propos. Et ça c'est ce personnage-là. Donc, comme je vous ai expliqué, je voulais faire un peu je voulais trouver ma version de Jean-Pierre Curie. Donc, voilà celui que j'ai trouvé. Donc, c'est quelqu'un, un Français, qui s'appelle donc Isaac Lostal. Mais qui, quand il était au service de la Compagnie des Indes, parce qu'il a passé une grande partie de sa vie comme employé de la compagnie néerlandaise, il s'appelait par un autre nom, il s'appelait Isaac de Saint-Martin, parce que, en fait, c'était le quartier où il habitait, dans sa ville d'origine. Donc, mais son vrai nom de famille, c'est de Lostal. C'est quelqu'un qui est né en 1629 et qui est mort à Jakarta, donc en Indonésie, en 1696. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? On peut quand même reconstruire sa carrière parce que des savants néerlandais au tout début du XXe siècle ont écrit quelques textes sur lui. Alors, donc, il est né vers 1629, donc on dit 1629, dans une famille huguenote dans les Pyrénées. Puis, quand il a 24 ans, il va partir aux Pays-Bas. Et on n'a pas l'impression qu'au départ, il avait l'intention d'aller aux Indes. Mais donc, il commence ses études à Leyde. On ne sait pas qui étaient exactement ces maîtres-là, mais on sait qu'il y avait des gens à Leyde à ce moment-là qui étaient très liés avec la compagnie. On peut citer plusieurs noms déjà de la génération d'avant. Par exemple, les gens comme Erpenius, Golius, je vais revenir sur Golius, Jacob van Gogh, Golius. Et puis, 3 ans après son arrivée à Leyde, il est recruté à la Compagnie des Indes, en 1657. Et pas seulement il est recruté, mais il devient ami avec un personnage qui reste très important dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'appelle Hendrik Adriaan van Reyde. Et Adriaan van Reyde, c'est quelqu'un qui appartient à l'aristocratie néerlandaise. Il n'y a pas une grande aristocratie aux Pays-Bas, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui avait le titre de seigneur de Meidrecht, Heer van Meidrecht. Et donc, il est lié avec lui depuis le départ. Il va faire son premier voyage aux Indes avec Van Reyde et avec un autre personnage qui je vais revenir. Donc, il arrive en 1658 et là, c'est le moment de la fin, plus ou moins, du combat entre Portugais et Néerlandais. Parce que ça avait déjà commencé à la fin du XVIe. Et 1658, 1663, c'est vraiment la fin parce que là, les Néerlandais vont donc tout prendre. Donc, au Ceylan, mais aussi dans la côte de Malabar, ils vont prendre Cochin, ils vont prendre Kannur et tous ces endroits-là.
Donc, c'est là où il commence dans l'armée. Donc, c'est pas quelqu'un qui travaille comme comptable ou comme autre chose. Il travaille vraiment comme chef de troupes. Et il va donc commencer, comme je vous ai dit, à Ceylan et à Malabar. Puis, en 1662, il est lieutenant à Batavia. Puis, il revient en 1663 au Malabar et il est donc à Kochi avec Van Reyde qui est envoyé là comme chef de plus ou moins de la région, toujours rattaché à ce personnage plus important. Puis, entre 1664 et 1668, il est dans la garnison de Colombo, au Sri Lanka. Puis, on le retrouve au château de Batavia. Il est à la tête du château en 1672. Donc, il a cette carrière toujours comme militaire. Et puis, il y a aussi les guerres. Il va participer sans cesse dans des guerres qui font les Néerlandais un peu partout en Indonésie. Donc, il fait la guerre à Banten, dans le Java occidental, en 1676. Puis, il y a une guerre de succession en Java central. Et là, à Mataram, il va faire ça. Et finalement, donc, en 1679, il est promu capitaine major. Ça veut dire qu'il est arrivé à un statut assez haut dans l'armée de la Compagnie des Indes. Donc, c'est quelqu'un qui a eu vraiment un grand succès en tant que militaire. Mais puis, il va commencer aussi un peu à jouer les diplomates. Il est envoyé en 1680 à Ternate, dans les Moluques, dans l'Indonésie orientale, pour négocier avec les gens. On dit qu'à l'époque, il avait une certaine connaissance des langues indonésiennes. On ne sait pas trop exactement à quel moment quelles étaient ces langues, à part le malais. Et puis, il y a ce moment de controverse. Il est envoyé en 1682 parce que les Néerlandais ont un conflit avec le port de Banten qui a résisté à leur tentative de contrôler le commerce des épices depuis longtemps. Et Saint-Martin est envoyé pour régler les affaires, mais en fait, il va jouer un rôle très étrange parce qu'au lieu de prendre la ville, il hésite. Et on a l'impression que c'est parce qu'il a reçu des pots de vin du sultan. Donc, au lieu d'attaquer la ville, il reste de l'autre côté, il hésite, etc. Donc, du coup, il y a un conflit entre lui et ses subordonnés qui ont envie de pousser plus loin. Et donc, du coup, il y a une controverse. Et donc, il est renvoyé en disgrâce aux Pays-Bas. Et il rentre donc en Europe. Mais il ne va pas revenir sur la France. Il reste à Utrecht pendant cette époque-là. Il négocie, toujours en utilisant Van Reyde, toujours son premier contact. Et Van Reyde a des rapports avec une grande famille d'Utrecht qui s'appelle les Houdenkoper. Ce sont des négociants, mais ils sont aussi des investisseurs très importants dans la compagnie. Donc il peut passer par ces gens, il peut faire de lobbying. Donc du coup, en 84, il y a Regan de faveur, il est même nommé au Conseil des Indes. Et là, il va revenir donc comme conseiller des Indes en 84. Et puis, encore une fois, il reprend un peu ses activités de diplomate. En 90-91, il est envoyé comme ambassadeur pour le couronnement du nouveau sultan à Banten, sultan Zainul Abidin. Et finalement, il meurt en 1696 à un endroit qui porte son nom, qui est Mayoran. Donc, le Mayor étant, comme il était le capitaine majeur, qui est donc aujourd'hui, ça fait partie de Jakarta, mais à l'époque, c'était dans ce qu'on appelait les Omelanden, les banlieues de Jakarta. Et puis, 2 ans plus tard, son frère, qui reste toujours dans les Pyrénées, il va aux Pays-Bas pour récupérer ses biens, et on ne sait pas exactement ce qu'il a récupéré. On sait que la famille possède toujours ça, qui est le coffret de Saint-Martin, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Quelqu'un dans un journal des Pyrénées a publié ce fragment très frustrant d'une lettre, mais on n'a que ça, on n'a pas l'autre partie de la lettre. Et si vous regardez le fragment, on voit que c'est une lettre de Louis XIV de 1698 qui dit que Sa Majesté
a permis au seigneur Lostal, qui est le frère, d'aller d'aller à Amsterdam, troisième ligne, pour ses affaires. Et donc, on dit aussi qu'il est obligé de se faire accompagner par un valet ancien catholique parce que, en fait, vous voyez, ça c'est après les changements des années 1680. Donc, ce frère, M. Lostal, est devenu catholique. Et donc, mais on se méfiait toujours un peu de lui. Donc, il était accompagné par un valet, un ancien chrétien, pour qu'il ne devienne pas encore protestant une fois qu'il était parmi les Néerlandais. Mais, encore une fois, on ne sait pas exactement ce qu'il a récupéré. Ok, bon. Donc, qu'est-ce qu'on a de la vie de Saint-Martin? On connaît tout ça sur ses activités de guerrier, de diplomate, et ainsi de suite. Mais heureusement, on a trouvé aussi quelques lettres qu'il a écrites à sa famille. Et ça remonte au tout début de sa carrière. Ça, c'est une lettre qui est dans une collection privée, je ne sais pas où, mais ça a été publié, heureusement. Donc, cette lettre écrite à son frère dit qu'il est... il commence en disant que je n'ai pas encore reçu la réponse ni les lettres dont vous me parlez dans la vôtre datée d'Oloron, parce qu'il était d'Oloron, le 29e août 1766. Et donc, il dit, puis qu'il raconte un peu sa carrière, il raconte aussi des problèmes qu'il a eus, il parle de son absence d'Oloron depuis 14 ans. Il parle aussi des difficultés dans la famille. On a l'impression qu'il y a des conflits entre différentes personnes. Et puis, il dit aussi qu'il avait l'intention de revenir, mais qu'il n'a pas pu. J'ai croyé me retirer cette année, mais je l'ai pu à cause de refus de mon congé. Donc, il a voulu, mais la compagnie n'a pas permis. Et c'est écrit donc de Colombo, où il était à l'époque. Et vous voyez que le frère est donc avocat au Parlement de Pau à Oloron. Donc vous voyez qu'on a ces quelques lettres au tout début de sa carrière, et puis rien. On n'a pas de récupérer la correspondance avec la famille, sauf ces lettres qui démontrent qu'en fait il n'avait aucunement l'intention de rester le temps qu'il est resté. En fait, il avait l'intention de revenir déjà dans les années 60, mais finalement, les choses ne sont pas assez comme ça. Donc, vous voyez le voyage qu'il a fait. Il commence donc là, Oloron-Saint-Clair, joli endroit, et puis, bon, il écrit, il arrive à cet autre bout du monde, qui est donc le Sri Lanka, dans les années 60. Le voyage qu'il a effectivement fait. Alors donc, on peut comme ça récupérer des aspects de son parcours, et des aspects qui sont d'ailleurs assez curieux et assez divers. Donc tout d'abord, il faut dire qu'il a passé tout ce temps en Indonésie. Et pour tous les missions officielles, on peut trouver des archives. Il n'y a absolument pas de problème. Je n'ai pas accompli ce travail jusque-là, mais certainement à chaque fois qu'il est envoyé à Ternate ou à Jakarta, à Mataram, etc., on peut retrouver les choses, mais qui reste toujours à un certain niveau de langage officiel, un peu de langue de bois. On n'arrive vraiment pas à rentrer un peu dans l'intérieur de la personnalité. Il y a cependant ce moment que j'ai déjà mentionné, où on comprend certaines choses de lui. Ça, c'est le moment de la guerre de Banten, vous voyez, de 1682. Quand il était censé attaquer Banten, il ne l'a pas fait. Et donc, il y a eu ce problème. Et déjà, on trouve, même dans les textes néerlandais écrits au début du XVIIIe siècle, des passages sur ça. Par exemple, il y a un texte qui est assez important, c'est une espèce de chronique générale des Néerlandais qui s'appelle Oude Nieuw Oost-Indien de François Valentijn. Et là, il parle justement de Heer Saint-Martin, et il dit qu'en effet, il était là et il était censé attaquer, il ne l'a pas voulu, mais donc il y avait cet autre personnage, vous voyez, sur le 8e et 9e ligne, qui s'appelle
capitaine Jonker. Donc, capitaine Jonker, c'est le subordonné. C'est un métis qui était fils de maire des Moluques. Donc, il était un peu déconsidéré, mais en réalité, c'était lui qui voulait mener à bien la campagne. Et il y a donc eu un conflit entre les deux. Finalement, donc, Saint-Martin devient de plus en plus vexé contre Jonker. Et Jonker va donc pousser et donc il va finalement réussir à faire son affaire. Il va aussi se plaindre contre Saint-Martin, qui va donc avoir les résultats qu'on a déjà eus. Mais on dit aussi qu'en rentrant à Jakarta, puis que Saint-Martin avait arrangé l'assassinat de Jonker. Hein? Donc, parce qu'il était fâché à cause de cette espèce de différence qu'ils ont eue entre les deux. C'est aussi amusant de voir que plus tard, au XVIIIe siècle, il y a une pièce de théâtre portant sur cette guerre de vingtaine. C'est écrit par Van Haren. Et donc ça, c'est la traduction française de cette pièce de théâtre, et ça s'appelle Agon. Donc Agon, le sultan de vingtaine, tragédie en 5 actes et en vers. Donc voici la version française. Et dans la version française, en fait, l'héros, c'est Agon. C'est une espèce de roi tragique. Il y a aussi une histoire très compliquée de sa fille, etc., très romantique. Mais puis, celui qui se trouve en face, c'est Saint-Martin. Et Saint-Martin, ici, c'est un peu bizarre, présenté comme une espèce de Néerlandais extrêmement farouche et qui donc défend la gloire des Pays-Bas. Donc, vous voyez le discours qu'on met dans la bouche de Saint-Martin. Hein? Il dit la victoire, Seigneur, il parle au sultan, la victoire, Seigneur, qui jamais ne rencontre un peuple subjugué, qui tremble sous ses lois et qui règle à son gré la fortune des pas. Quel peuple en Orient, quelle mer en Asie ne vit pas chaque jour triompher ma patrie, donc ma patrie étant à la France et les Pays-Bas. Et puis, il donne les noms des grands Néerlandais. Oh, Heemskerk et Van Groens, de qui les mains vaillantes ont su nous conquérir, 3 couronnes brillantes, Houtman, Koen, Matelief, vous héros immortels, et ainsi de suite. Donc, là, il a été transformé en Néerlandais, très patriote, et très... en fait, il est en quelque sorte l'opposé du sultan, il est le méchant de cette pièce. Donc, on peut voir ces espèces de malentendus qui sont produits même à l'intérieur de la culture néerlandaise. Peut-être ça démontre aussi en quelle mesure il a été intégré finalement dans la vision des Néerlandais, et il est devenu en quelque sorte une espèce de Néerlandais adoptif pour des gens quelques générations après. Alors, donc, il est rentré en disgrâce. Je peux en fait revenir, si vous voulez, sur les rapports qu'il a eus avec cette famille de Hagenkooper, parce qu'on a trouvé des lettres dans les archives de la famille. Mais là, vous voyez, il est là, il est de retour. C'est un petit détail, mais c'est intéressant, parce que ça, c'est sur le navire de retour, il est mentionné comme Isaac de Saint-Martin, et là, on dit Van Salis. Donc, en fait, ça, c'est l'endroit où il est né dans les Pyrénées. Mais il est aussi donc extraordinaire rare famille. Il est donc membre extraordinaire du conseil d'État. Voilà, donc de retour, et d'ailleurs sur le même bateau et sur la même flotte, il y avait des gens intéressants, parce que c'était aussi le moment quand les Français voulaient envoyer des gens pour aller à la cour de Thaïlande, à Ayutthaya. Et donc, par exemple, il y avait le père Guy Tachard, qui était sur le même bateau, et donc qui parle justement de son expérience dans ce bateau néerlandais avec Van Reyde, qui la Compagnie des Indes a envoyé avec le titre de commissaire général. Et puis, il y avait, le second était commandé par le baron, il est maintenant devenu baron, où il se présentait en tant que tel, de Saint-Martin, français de nation et major général de Batavia. Et puis, donc, il nous donne des détails sur Monsieur de Saint-Martin, à droite. Donc, Monsieur de Saint-Martin est entré, c'est un Français, major général, commandant en chef
toutes les troupes de la compagnie dans les Indes. Il vient de Hollande et il retourne à Batavia. Hein? Et donc, il parle de ses rapports avec Van Reyden. Il dit, ces deux hommes sont dans une fort grande union. Il y a plus de 30 ans, qu'étant jeunes, gueux, inutiles et braves, ils s'embarquent le musquet sur l'épaule sur un vaisseau qui allait aux Indes. Depuis ce temps-là, ils se sont élevés par les formes jusqu'aux premiers emplois de la République et ainsi de suite. Ils avaient un ami qui avait commencé sa fortune d'aussi loin qu'eux, qui mourut il y a 2 ans, gouverneur de Cap de Bonne-Espérance. Ok, donc vous voyez qu'on peut, à partir de ces données qui ne viennent pas du côté des Néerlandais, commencer à construire des choses et puis aller regarder dans les archives de la compagnie. Maintenant, heureusement, les archives de la compagnie en grande partie sont disponibles sur Internet. Et là, par exemple, vous voyez, c'est portant sur les activités d'Isaac de Saint-Martin à Banten. Donc, là où il est allé pour le gouvernement de Soto. Je reviens donc sur le problème de comment il fonctionnait et son réseau. Comment est-ce que ça marche, tout ça? Comment est-ce qu'un Français huguenot des Pyrénées arrive à faire tout cela à l'intérieur de la compagnie néerlandaise des Indes? Voilà donc quelques éléments de ce réseau de Saint-Martin. Premier personnage, Van Reyden. Donc on a déjà parlé de lui. Donc néerlandais aristocrate, devenu un homme très important dans le Ceylan, dans le Kerala et ainsi de suite. Je vais revenir sur lui parce qu'il est aussi important pour une autre raison. Puis il y a ce deuxième personnage dont en fait Tachard parlait, celui qui était le gouverneur de Cap. Et ça c'est Johan Bax van Herentals. Donc ils étaient tous les trois très liés, ils ont tous les trois fait carrière plus ou moins au même moment dans la compagnie. Mais puis on arrive à des gens qui sont plus compliqués et qui sont d'un tout autre type. Donc, troisième personnage. Là, c'est un Allemand. Donc, c'est un Allemand qui s'appelle Georg Eberhard Rumpf et qui, lui, était plutôt médecin et botaniste. Et donc, qui était aussi très, très lié, on verra, avec Saint-Martin. Et d'ailleurs, Saint-Martin n'est pas seulement son patron, il va donc, en fait, payer une espèce de pension à Rumpf. Rumpf s'appelle souvent, dans la littérature, Rumphius. On a cette tendance de latiniser parfois les noms, comme on a fait avec Gaulius et Erpenius, donc Rumphius. Puis, quatrième personnage, aussi un Allemand, Engelbert Kempfer, qui lui avait commencé sa carrière en Asie, en Iran, comme envoyé des Suèdes. Donc il a été envoyé par le roi de Suède pour essayer, dans une tentative d'ouvrir le commerce avec l'Iran. Et donc, plus tard, il est rentré dans la Compagnie des Indes, et puis il a passé une grande partie de sa vie Kempfer au Japon. Donc il est envoyé par la Compagnie au Japon, où il va apprendre plein de choses, et c'est lui qui est parmi les premiers occidentaux à avoir écrit une histoire du Japon, qui va donc finalement être, c'est jamais publié dans la langue originelle, mais ça sera publié en anglais, en passant par Hans Sloane, c'est donc le fondateur de la British Museum. Donc ça arrive par une voie un peu compliquée. Et puis on a ces deux derniers personnages, qui sont des personnages beaucoup plus petits, mais important, Herbert de Jager, néerlandais, linguiste et philologue. Et puis Daniel Howard, qui était lui aussi facteur, mais aussi linguiste, aussi à sa façon philologue, mais aussi historien, qui a écrit, par exemple, une histoire de la côte de Coromandel à la fin du XVIIe siècle. Donc, si vous voyez, en commençant avec des gens qui ont l'air d'être des militaires, des administrateurs, etc., on arrive à tout un autre milieu, qui est un milieu de gens qui ont des intérêts qui sont beaucoup plus divers. Et puis, finalement, on a ces deux derniers personnages qui ne sont jamais venus en Asie, qui sont restés aux Pays-Bas, et qui sont des gens qui ont tiré les ficelles en quelque sorte. Il y a donc Nicolas Gidsen, dont je vous ai parlé, qui est le maire d'Amsterdam, qui contrôle un peu beaucoup de choses, qui est un grand investisseur, grand collectionneur. Et puis cet autre personnage, Adrian Vreeland, qui est professeur de langue à l'université d'Utrecht, et qui lui aussi a constitué
c'est une des premières collections qu'on a des manuscrits orientaux aux Pays-Bas. Hein. Bon, il y avait quelques éléments avec Imperius, etc., mais c'est lui qui va donc consolider un peu ça. Donc, vous voyez qu'on a du coup des linguistes, des philologues, des botanistes, et tout cela, ça fait partie du même réseau avec ces militaires et avec ces administrateurs de la Compagnie des Indes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Je vous donne l'exemple le plus évident. Voici donc Van Reede. Pourquoi est-ce que Van Reede est connu aujourd'hui? Il n'est pas tellement connu en tant qu'administrateur au Ceylan. Il est connu à cause de ce texte. Donc, ça, c'est le texte qui s'appelle Hortus Malabaricus Indicus, qui est un grand ouvrage qui porte sur toutes les plantes à usage médical, mais aussi autres qu'on trouve sur la côte ouest de l'Inde. Et donc, c'est un texte en plusieurs volumes qu'il a produit à l'époque quand il était là-bas. Et si on regarde les planches, il y a donc beaucoup de ces planches, on trouve qu'il y a des éléments très intéressants. Donc, on trouve les plantes et on trouve donc le développement dans chaque cas, comment en fait ça passe des semences, les fruits et ainsi de suite. Puis, on trouve en différentes langues les noms et la transcription, donc en malayalam, en deuxième, puis en arabe, et puis en nagari. Donc ça, c'est probablement souvent le konkani qu'on a écrit en nagari. Donc on le fait en 4 langues pour chaque plante. Et donc systématiquement, ça devient une espèce de texte qui finalement est une espèce de texte de référence. Et on considère que même si on avait des textes au XVIe siècle, le plus connu est le texte du juif portugais Garcia de Horta, le colloque sur les drogues et les plantes. Mais en fait, le problème avec Garcia de Horta, c'est qu'il n'y avait pas d'illustration. Il n'y avait qu'un texte. Et tandis que là, en fait, le texte est assez limité. Mais par contre, c'est cette présentation planche par planche de toutes les plantes importantes qui fait ces volumes multiples, qui fait de ça donc un texte extrêmement important pour l'histoire de la botanique orientale au XVIIe siècle. Alors, Van Reede est mort en Inde. Il y a cette espèce de tombeau à Surat, en Inde occidentale, qu'on a fait construire ailleurs et puis on a rassemblé le tombeau dans la ville de Surat. Mais ce qu'on a en fait probablement pas compris et remarqué, c'est comment en réalité Van Reede avait aussi un autre réseau qui était en quelque sorte sous-jacent. J'ouvre et je ferme cette parenthèse parce que en fait c'est un travail qu'on a juste commencé, parce que maintenant on a trouvé qu'en réalité Van Reede avait utilisé un ouvrage qui existait déjà. Et il parle de ça très brièvement, mais le problème c'est que jusqu'à très récemment, on n'avait pas le manuscrit de cet ouvrage. Mais maintenant, il s'avère qu'on a trouvé 3 manuscrits de cet ouvrage, dont un qui est ici, qui est dans le muséum ici à Paris, l'histoire naturelle, mais puis on a aussi 2 manuscrits à Florence. Et ça, c'est un ouvrage très intéressant parce que c'est un ouvrage d'un Carme déchaussé en italien, qui s'appelle donc Matteo di San Giuseppe. En fait, son vrai nom, c'était assez approprié, il s'appelait Pietro Foglia. Mais puis, quand il est rentré quand il est devenu Carme, il a pris ce nom de Matteo di San Giuseppe. Et lui, il avait donc fait ce texte avec énormément d'illustrations qu'il a fait lui-même, parce qu'il était dessinateur. Et donc, ça, c'est la version parisienne plus pauvre. La version florentine est beaucoup plus intéressante. Et donc, maintenant, reste à savoir jusqu'à quel point, en fait, il y avait une dépendance entre Van Reede et ce texte-là. Le problème avec ce texte, c'est que tous les quelques pages,
l'auteur, Matteo de San Giuseppe, part dans les délires mystiques chrétiens. Et donc, il commence à refaire ces plantes et on voit caché derrière les plantes une scène de crucifixion, la tête de Jésus, des choses comme ça, qui ressort en filigrane derrière. Donc, bien sûr, les Irlandais avaient besoin peut-être de nettoyer cet aspect-là avant de faire passer ça en version, disons, plus acceptable pour eux. Mais néanmoins, il est évident, et on attend toujours la publication par nos collègues de l'Université de Bologne d'une partie de ce texte pour comprendre mieux le rapport entre les deux. Donc ça, c'est tout simplement pour dire qu'il avait aussi puisé dans ces choses-là, et il s'avère que Matteo di San Giuseppe était aussi dans le Kerala, et puis à Surat, il a eu des rapports avec Van Reyde. Van Reyde mentionne son nom 2 fois dans sa préface. Il a donc utilisé ce texte à sa manière en le nettoyant, ainsi de suite. Donc, pour revenir sur mon propos, il y a ce réseau. Ce réseau, donc, et pour comprendre ce réseau, il faut revenir sur l'idée centrale, c'est-à-dire la compagnie des Indes, des Néerlandais, n'est pas exclusivement une compagnie des Néerlandais. Il y a en fait énormément d'Allemands dedans. Et ça, c'est aussi pour une raison très simple, c'est-à-dire aussi parce qu'à la fin de la guerre de 30 ans, en 1648, au moment de la paix de Westphalie, il y avait énormément de gens qui étaient des guerriers chevronnés. Ils ne trouvaient pas d'emploi dans les armées et donc se sont mis au service de la Compagnie des Indes. Et il y a aussi donc un certain nombre de mercenaires français qu'on trouve dans le même cadre. Et voilà, donc on trouve cette espèce de mélange d'Européens à l'intérieur de la Compagnie des Indes. Alors, donc, juste quelques mots sur ces autres personnages du réseau. Kempfer, qui était le correspondant de Saint-Martin, celui qui a commencé en Iran, qui a terminé au Japon. C'était un auteur assez prolifique, qui a écrit beaucoup de choses, qui était lui aussi médecin et botaniste, donc qui a écrit par exemple des textes quand il était au Japon, et des textes richement illustrés, portant sur toutes sortes de choses. Il avait aussi un aspect un peu, il s'intéressait beaucoup aux antiquités, il collectionnait des objets aussi, et il avait des réflexions portant sur ça. Donc ça c'est lui. Puis on a Rumpf, un personnage aussi curieux, qui a donc écrit ce livre qui est très important sur les plantes de l'Indonésie orientale, sur les Moluques. Donc, c'est un Boinske Grootboek. Donc, c'est ce livre portant sur tout ce qu'on trouve, mais aussi les poissons et les animaux, etc. Donc, il y a plusieurs volumes portant sur différents aspects de ça, de l'histoire naturelle. Rumphius était un personnage assez extraordinaire parce que vers la deuxième moitié de la vie, il est devenu aveugle. Il a continué son travail en passant par son fils. Il avait un fils petit qu'il avait eu avec une dame en Indonésie orientale, et c'est le fils en fait qui mettait ça, ces idées en œuvre. Et disons que ça suit plus ou moins le même genre de cadre que Van Reyde, l'Ortus Malabaricus. Il y a toujours le même type de développement, même type de planche, sauf que, bien sûr, pour tout ce qui est classification, on n'avait pas une classification universelle. Souvent, on utilisait les noms qu'on trouvait dans les langues locales. Vous voyez que cet aspect, on a souligné sur les langues, plusieurs langues, les noms des plantes qu'on trouve là-bas, tandis qu'ici, on utilise les noms qu'on trouve en Indonésie. On a donc aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on trouve maintenant de plus en plus la correspondance de Rumphius avec toute une série de gens. Et ça, ce sont la correspondance dispersée qu'on trouve dans plusieurs bibliothèques, surtout en Allemagne. Parmi les gens qui étaient très proches de lui, il y avait donc
ce personnage-là, qui est Herbert de Jager. Donc, Herbert de Jager, qui était quelqu'un qui venait d'un milieu très modeste, mais qui est rentré dans la Compagnie des Indes en tant que linguiste. On avait toujours, dans chaque comptoir de la compagnie, on avait donc des gens qui étaient des truchements. Souvent, on employait des gens locaux, mais on avait aussi besoin et envie de les contrôler. Donc, il y avait toute une série de gens dans la compagnie qui étaient encouragés à apprendre les langues. Et de Jager faisait partie de ces gens-là. Il faisait donc, par exemple, aussi ce genre de travail-là, c'est-à-dire on produisait des vocabulaires à l'usage des autres. Les vocabulaires sont parfois assez intéressants parce que parfois on est surpris, par exemple, par quel biais on passe. Parce que, par exemple, moi j'étais assez surpris de trouver chez les Néerlandais des vocabulaires où la seule langue européenne c'est l'italien. Et puis on a la version arabe, la version persane, la version turco-ottomane pour les vocabulaires. Et parfois on a aussi ce genre de choses, on a écrit un texte et puis on a les commentaires ou les traductions interlignes. Ça, par exemple, à gauche, vous avez quelque chose qui est dans l'Université d'Utrecht, dans la collection de Reiland. Et là, on voit qu'on est en train de travailler ces langues. Donc, Herbert de Jager, là vous aviez une lettre écrite, un échange de lettres entre lui et Rumphius, mais il a aussi donc publié des choses portant sur la question de l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage du persan, commentaires sur les grammaires, commentaires sur la philologie de ces langues orientales qu'on faisait à l'époque. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, de Jager est arrivé, comme Saint-Martin, en Indonésie. Et donc, il s'est intéressé à l'apprentissage du malais. Et là, en fait, il se retrouvait dans une situation qui était un peu plus compliquée et intéressante parce que par rapport au persan et par rapport à l'arabe, etc., où il y avait déjà des méthodes et des grammaires, il a été obligé en quelque sorte de les inventer. Et donc, en fait, notre ami Denis Lombard avait trouvé un texte très intéressant, vous voyez ça à gauche, de Herbert de Jager. Il l'a trouvé dans une bibliothèque à Melbourne, en Australie. Et ça, c'est le Malays de Leeskunst. Ça, c'est donc une espèce de grammatique de malais où il a essayé de calquer les grammaires d'arabe et de persan sur le malais, qui j'imagine, comme moi je ne connais pas le malais, ça ne va pas être très logique parce que les structures sont très différentes et c'est, si je ne me trompe pas, est une langue beaucoup plus simple que l'arabe, par exemple, en termes de grammaire et tout. Et en fait, c'est intéressant parce que à droite, vous aviez une des premières versions publiées d'une méthode de malais. Malays Sprachkunst, qui est de 1736 de Wendley. Mais en fait, il avait déjà fait ça 54 ans avant. Il n'y a que 2 exemplaires de ce texte. Mais vous voyez que de Jager avait une espèce d'éventail de connaissances, éventail d'entrées. Aussi, par exemple, apparemment, de Jager avait quelques connaissances de tamoul et de telugu. Parce qu'il a aussi été en Inde du Sud à un moment donné. Donc, vous voyez que ce sont vraiment des linguistes qui étaient assez... Bon. Et Saint-Martin dans tout ça. Alors, Saint-Martin était, lui, donc, un peu un point de passage pour tout ça. Par exemple, on sait que vers la fin de sa vie, quand Rumphius, qui était aveugle, n'avait plus les moyens de survivre, c'est Saint-Martin, en fait, qui a payé sa subsistance, qui a payé pour lui, sans doute parce qu'il s'intéressait à la botanique et il voulait voir ce livre publié et sorti. Mais en fait, il s'avère que quand Saint-Martin est mort, en 1696 à Jakarta, il n'avait pas d'enfant, en tout cas d'enfant légitime. Donc, en fait, on a pris ses affaires et on les a mis aux enchères. Et donc, heureusement, on a la liste, une liste de ces choses qui sont là au moment de sa mort.
Donc, je vous montre deux choses. Premièrement, ça c'est les manuscrits malais qu'il avait. C'est pas une liste complète, mais en fait, tant qu'on sache, c'était probablement le premier occidental à avoir une collection de manuscrits malais. Donc, voyons. Il y a un certain nombre de textes ici qui ont des noms un peu génériques. Par exemple, sur la lettre Salatin, Sejarah-Malayus, il y a beaucoup de versions de ça. C'est une espèce de texte historique portant sur l'histoire des Malais. Par exemple, Marifat Islam, ça peut être beaucoup de choses. Mais par exemple, il y a le Hikayat Khalil al-Dinna. Et ça, c'est un texte très connu. Au départ, en Inde, c'est ce qu'on appelle le Panchatantra. Ce sont des fables, un peu comme les fables de La Fontaine, probablement à l'origine des fables de La Fontaine d'ailleurs. Ce sont des fables politiques en utilisant des personnages qui sont des animaux. Donc ça, c'est une version malais de Khalil al-Dinna. Donc il y a aussi le Hikayat de Raja Iskandar Zulkarnain. Ça, c'est Alexandre le Grand. C'est un récit portant sur lui. Et Amir Hamza, c'est aussi un récit très connu. Il y a le Hikayat Parnava, et donc ça veut dire c'est le Mahabharata en version malais, ou une version de Mahabharata. Il y a encore donc Ilm al-Fiqh, assez générique, Ilm al-Falak, assez générique d'astronomie, et ainsi de suite. Taj al-Salatin, c'est un miroir des princes qui vient d'Aceh. Il y a Hikayat Raja Aceh. Encore une fois, Badi'uz-Zaman, c'est une espèce de récit romance. Et puis, il y a aussi, bien sûr, quelque chose sur Banten, pas surprenant, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis, aussi, cette espèce de chronique, Tabarik Bangsa Segala Makassar, donc aussi une chronique. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que sont devenus ces manuscrits. Donc, ils sont vendus en 1696. Puis, apparemment, ils étaient dans une collection à Jakarta, qui s'appelle le Batavia Sakhanutska. Ils sont restés pendant tout le XVIIIe siècle dans cette collection, sauf que, apparemment, il y aurait quelques-uns qui ont été vendus à droite et à gauche. Puis, arrivé au début du XIXe siècle, arrive donc ce grand personnage qui est Stamford Raffles, britannique, fondateur de Singapour et ainsi de suite. Et lui, qui était aussi un collectionneur de manuscrits. Il a voulu donc acheter ces manuscrits. Est-ce qu'il les a achetés? On ne sait pas. Alors, je vais revenir à la fin sur cette histoire. Mais en tout cas, le problème c'est que maintenant, c'est presque impossible de trouver les traces de ces manuscrits, même si on connaît des textes avec les mêmes noms. Par exemple, je n'ai pas mentionné ça, mais ça, c'est un texte qui existe dans sa collection à lui, qui s'appelle Hikayat Sri Rama. C'est donc qui est lié quelque part avec l'histoire de Ramayana. Mais ça, c'est un manuscrit plus ancien qui appartenait à William Laud, l'archevêque de Canterbury, qui a été acheté dans les années 1730. Mais donc, voilà le problème. Puis, il y a aussi des choses qui sont assez curieuses. Il y a quelques lettres. Et ces lettres se trouvent dans les archives du Vatican. Mais on sait que le Vatican a acheté ces lettres de la famille d'Adrian Rayland. Et donc, c'est assez, je ne dirais pas probable, mais c'est fort possible que ce sont des lettres en malais qui sont passées de Saint-Martin à Rayland, et puis de Rayland sont finalement, à sa mort, arrivés au XVIIIe siècle dans les archives du Vatican. Et ce sont des lettres diplomatiques en Asie du Sud-Est, relativement anciennes. On a quand même quelques lettres déjà du XVIe et du XVIIe siècle, mais quand même, ils sont intéressants en tant que... Et puis, finalement, je vous montre quelque chose qui me semble assez intéressant pour rentrer un peu dans la tête d'Isaac Sabatin. Et ça, c'est la collection qu'il avait, la bibliothèque qu'il avait des livres à Jakarta. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme bibliothèque? Il avait donc 286 livres en folio, 428 livres en quarto, 323 livres en octavo et 476 livres en duodécime. Donc, c'est une collection, disons, assez considérable. Et voilà donc les quelques textes que j'ai
choisi comme ça. Hein. Donc il a Flavius Joseph, Histoire des Juifs, il a les œuvres de François de la Motte de Javier, il a Grotius, mais Histoire des troubles aux Pays-Bas, il a Paolo Giorgio, mais en néerlandais. Il a Van Reyden, comme ça c'est pas sûr maintenant. Il a Diogo do Couto, le chroniqueur portugais. Il a Vida de Don Juan de Castro, texte du XVIe siècle. Il a Castiglione, Il Libro del Cortigiano. Mais puis il a John Sullivan, de Iure Naturale et Vientu. Il a un texte de Menace ben Israël. Il a puis Histoire critique du Vieux Testament de Simon. Il a l'Historia Tamerlanis Arabica, qui est une traduction de la chronique d'Ibn Arabshah. Mais puis, il a Isaac de la Pérez, prêt à débuter. Il a une copie de ça. Il a les œuvres de M. Descartes. Il a Opera Varia de Robert Boyle, les commentaires de César, Pickford, l'ambassadeur, Thomas Gage, Grayson, ça porte sur les Caraïbes. Et puis, plus tard, Alchemist, Phénomène de Spinto, de pérégrination. Mais puis, il a aussi Kabbalah Denudata de Knopf von Rosenroth, il a le Tractatus de Spinoza, il a Clénard il a le Testament politique du cardinal Richelieu, il a le Coran de Mahomet traduit, Étienne de Flacourt, toutes les opères de Niccolò Machiavelli, la vie d'Oliver Cromwell, Dioscorides, Thomas Hobbes, Léviathan, etc. Donc, si on peut faire d'offres. Donc, texte portant sur les questions juridiques, la pensée politique, et aussi peut-être des textes qui avaient un lien avec des gens qui étaient quelque part liés avec lui, peut-être à une personne près. Par exemple, Descartes était après tout l'élève de Gaulius. Et donc, il y avait un rapport entre Gaulius et Leyde où il a fait ses études. Et c'est aussi intéressant de voir donc, cette espèce de mélange entre un attrait pour les anciens, mais aussi c'est un homme, disons, qui a un goût pour les débuts des Lumières, manifestement. Donc, on peut, je pense, arriver à quelques inférences sur ce qu'il était, en fin de compte, par ce qu'il a laissé en tant que bibliothèque. Il faut, je pense, faire un travail beaucoup plus systématique, parce que j'ai là juste pris une petite sélection, il y a toute la liste de tous les titres. Donc, on aurait besoin de travailler tout ça. Voilà donc par exemple, il y a aussi ça, le traité de la jalousie. Donc, il avait aussi des choses que j'ai l'impression qu'il a achetées à ce moment quand il est rentré en Europe. Parce que c'était des livres qui étaient publiés vraiment dernièrement dans les années 70 ou début des années 80. Et là, si vous voulez, ça c'est la traduction d'Arabshah de l'histoire de Taimour. Alors donc finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec ces livres? Pendant une grande partie du XIXe siècle, il y a une histoire assez romantique qui a circulé qui disait que Raffles avait acheté la bibliothèque, et puis on sait que dans la flotte de Raffles, il y avait un navire qui a pris feu et qui s'est coulé. Et ce navire s'appelait Fay. Et donc on disait, voilà, la bibliothèque de Saint-Martin a disparu avec le navire de Raffles. Mais finalement, on trouve que c'est de moins en moins probable que Raffles aurait acheté une grande partie de cette bibliothèque manuscrits malais. Il me semble beaucoup plus probable qu'en réalité, les manuscrits malais et peut-être les livres de la bibliothèque ont été dispersés. Et comme c'était probablement pas quelqu'un qui, par exemple, à la différence de Michel de Montaigne, qui avait tendance à signer ses livres, donc c'est relativement facile à trouver dans des bibliothèques dispersées avec Ex Libris. S'il n'avait pas laissé d'Ex Libris, bon, il se peut que ces livres sont quelque part dans le monde. Les manuscrits sont aussi dans des collections privées ou ailleurs. Donc voilà, un personnage qui n'a pas laissé d'ouvrage, mais il n'était pas le seul. On peut aussi dire ça sur un certain nombre de ces grands personnages, même des gens beaucoup plus connus comme Fabri de Pérez, qui finalement n'a pas vraiment laissé d'ouvrage, mais qui n'a pas laissé d'ouvrage, qui était plutôt un homme qui fonctionnait en réseau,
qui était un peu surprenant dans ses goûts, dans ses capacités d'intervenir ici et là. Il n'avait pas une vision du monde qu'il nous a laissé en tant que tel. Mais bon, voilà, donc un autre point d'entrée pour comprendre un peu ce monde de l'expansion néerlandaise du XVIIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sanjay, pour cette très belle conférence. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Je vais peut-être juste profiter de ma position pour en poser une première. En t'écoutant, j'ai pensé au livre récent de Amitav Ghosh, qui s'appelle The Nutmeg's Curse, voilà, la malédiction de la muscade. Ça vient d'ailleurs d'être traduit en français aux éditions Wild Project, les éditions marseillaises. Donc, il part en fait de la présence néerlandaise en Insulinde, et il part de leur politique extrêmement agressive à l'égard donc des populations locales, en vue de contrôler et d'avoir le monopole en fait sur le commerce de la muscade notamment. Et il en fait une sorte de parabole de ce qu'est le capitalisme dans sa dimension extractive, violente et aux origines finalement de la crise écologique. Donc il part de un massacre commis par les Hollandais en 1621, je crois, et qui le conduit à cette réflexion. Alors toi, tu as abordé ce dossier aussi des Hollandais en Insulinde, mais d'une manière évidemment très, très différente, en suivant cet acteur, en décrivant donc son réseau, et puis en terminant sur sa bibliothèque, qui nous montre que ce Saint-Martin était un lettré, qui lisait des choses tout à fait recommandables, ou pas. Donc voilà, je me demandais quelle était ta vision par rapport à d'autres interprétations qu'on peut faire de cette présence. Voilà. Donc, il faut dire que, pour revenir à mon expérience personnelle, en 2002, j'ai été invité aux Pays-Bas parce que c'était le 4e centenaire de la fondation de la compagnie. Et donc, on m'a demandé de faire une conférence à Amsterdam, à l'Université d'Amsterdam. C'était, qui porte le nom de Wertheim, qui était un grand sociologue. Et alors là, en fait, je me suis retrouvé entre ces deux factions de Néerlandais. Il y avait les Néerlandais, disons, très, si on peut se dire, pas cocorico, mais un peu ça. Et donc, qui disaient, nous avons inventé la globalisation, nous avons donc créé le marché mondial, et c'était grâce à nous, etc. Donc ça, c'était, d'un côté, disons, c'était le point de vue de l'Université de Leyde. Et puis, il y avait les gens de l'Université d'Amsterdam qui étaient assez gauchisants et qui disaient, ah oui, mais c'est nous qui avons inventé l'apartheid, qui est un mot irlandais, d'ailleurs. Hein? Et plus raciste que nous au XVIIe siècle, il n'en avait pas. Et ainsi de suite. Et puis on revient toujours sur cette histoire des îles Banda, parce que c'était donc la politique de Jan Pieterszoon Koen, qui était le 2e ou 3e gouverneur général, qui avait décidé que comme le noix muscade était cultivé dans quelques îles, c'était facile à contrôler si on détruisait les populations, et donc on pouvait arriver à un monopole. Bien sûr, il y a toujours ces aspects de la présence néerlandaise en Outre-mer. Mais je suis déjà un peu fatigué en jouant cette histoire avec les Portugais, donc je n'ai pas envie de revenir sur ça dans le cas néerlandais encore. Ça va de soi que tous ces empires étaient violents,
parfois extrêmement violent, parfois aussi aidé par les maladies comme les Espagnols aux Amériques, parfois non, au Brésil, etc. Donc pour moi, ça va de soi que c'est... Mais Amitav Ghosh, qui a été il y a très longtemps mon collègue à Delhi, on a enseigné ensemble, il était dans le département d'anthropologie. Je pense qu'il cède un peu à cette tentation de moralisateur facile. Bon, c'est son affaire. Merci. Alors, j'ouvre les questions à la salle. Je vais passer le micro. N'hésitez pas à vous manifester. Oui, Élise. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je voulais savoir si vous pensiez que ce capitaine de Saint-Martin était un acteur ordinaire de la Compagnie des Indes néerlandaises, puisque vous nous avez présenté son réseau, donc, il y a un certain nombre d'érudits, et puis sa bibliothèque à la fin qui montre que c'était un lettré quand même assez extraordinaire. Mais est-ce que c'est un personnage... est-ce que tout le monde est aussi lettré que ces personnages-là dans la Compagnie des Indes? Est-ce qu'il y a vraiment une production de savoir ordinaire dans la compagnie, ou est-ce que vous avez choisi un personnage un peu exceptionnel? Et qu'est-ce qui a orienté votre choix quand vous avez choisi cette histoire? Merci. Oui, non, comme vous le savez, ça c'est une grande question à la fois, et c'est pas une coïncidence si en fait j'avais commencé avec Ginsburg, parce que comme vous le savez, les micro-historiens ont toujours posé cette question, c'est quoi l'exceptionnel et c'est quoi le normal, c'est quoi l'ordinaire, hein? Et je dois dire que bon, il y a cette plaisanterie d'Edoardo Bendi qu'on connaît tous sur l'exceptionnel normal, le normal exceptionnel. Et donc, du coup, il est vrai. Et c'est la même question qu'on a justement, je me rappelle qu'on avait posé, même quand le livre de Ginsburg sur Menocchio est sorti, en disant est-ce que Menocchio, c'est le type lambda du XVIe siècle? Sûrement pas. Et voilà, donc, vous voyez que ça, c'est aussi un peu le parti pris de l'historien, parce que, Stéphane va me rappeler le nom, mais il y a le livre, par exemple, de Daniel Roche avait écrit sur un petit personnage de Paris. Ménétra. Ménétra. Oui, un artisan. Donc, normalement, si on trouve les traces suffisantes pour écrire quelque chose, même un essai de 30 pages, pour ne pas parler d'un livre de 300 pages, ça veut dire que, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a échappé, en quelque sorte, l'anonymat. Hein? Parce que, en fin de compte, nous, comme gens qui font l'histoire moderne, nous n'avons pas ce luxe vraiment de... il faut faire avec, il faut faire avec ce que les gens qu'on trouve. Et donc, moi, je n'avais jamais eu l'ambition de présenter Saint-Martin comme quelqu'un qui était, disons, totalement banal, ordinaire, etc. Mais en même temps, c'est sûr et certain qu'il n'est pas grossius. Si on fait l'histoire intellectuelle de la France ou des Pays-Bas au XVIIe siècle, il ne méritera même pas une page, ou même pas 4 lignes. Hein? Donc, vous voyez que c'est ça, et entre autres parce qu'il ne s'exprime pas, il n'a pas d'ouvrage. Il y a sa vie, il y a des choses qui l'entourent, on peut faire des choses avec, mais finalement, ce n'est pas comme si c'était un personnage fort qui se présente, qui a une vision du monde, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que je veux, et c'est pour cela qu'en fait, un des livres que je ne vous ai pas montré, mais j'avais toujours en tête, c'est le livre de Peter Miller sur Fabri de Peresque. Hein? Donc, Fabri de Peresque n'était pas un homme ordinaire non plus, mais qui tout en étant à Carpentras,
dans les années 20, 30, ça, mais non, vraiment, avec un réseau extraordinaire, qui allait jusqu'à Gassendi et jusqu'à Athanasiuskircher et tous ces gens-là, mais qui n'a rien écrit. Et donc, il faut le voir un peu à partir de son réseau et à partir de comment il fonctionne. Mais en même temps, je pense que Saint-Martin a quelque chose que Fabri de Peresque n'avait pas, c'est-à-dire l'intellectuel de bureau. Il n'a pas vraiment bougé, il est resté presque toute sa vie à Carpentras. Tandis que là, c'est quelqu'un qui est aussi un militaire, qui a une espèce d'autre aspect, mais qui se mêle d'énormément de choses. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est un peu comme ça que, c'est-à-dire, finalement, je pense que c'est presque impossible d'écrire quelque chose sur un homme ordinaire au XVIIe siècle qui sera lu. Merci beaucoup, Sanjay, pour ta conférence. J'avais deux questions. Une petite concernant la région d'origine, en fait, de Saint-Martin, parce qu'en fait, il y a vraiment un vivier d'aventuriers au XVIIe siècle. On peut penser au baron de la Hontan, donc c'est un autre village, c'est le village d'Ars. Donc là, on voit lui, c'est Salis de Béarn, Oloron, et tu citais aussi à Lannes, l'affaire de Lannes dans la lettre. Enfin, on voit qu'il est très connecté quand même à son pays d'origine, même si, bon, voilà. Tu n'as pas exactement dit pourquoi il était parti dans les Provinces-Unies, sachant qu'un protestant comme le baron de la Hontan, lui, va partir en Nouvelle-France au service du roi de France. Donc, est-ce qu'il y a comme ça un espace d'opportunité, des réseaux protestants connectés avec le Béarn? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, on est quand même surpris dans la bibliothèque, le catalogue de la bibliothèque, par les dates des ouvrages. Parce qu'en fait, il continue à en acheter, en tout cas, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il est approvisionné régulièrement en livres européens. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur ces circulations aussi de livres dans les espaces asiatiques. Merci. Oui, pour la première question, il faut que je fasse un peu plus de travail, mais à mon avis, son intention n'était pas d'aller aux Indes. Son intention était d'aller faire ses études aux Pays-Bas. Et il me semble assez logique pour un protestant d'aller à l'aide à l'époque. Parce que quand même l'université avait une certaine renommée et c'était assez comme un peu un milieu des gens qui avaient une ouverture vers le monde et tout cela. Et je pense que c'est probablement plutôt qu'une fois qu'il était là-bas, qu'il a donc d'une façon plus ou moins improvisée pris ce chemin des Indes. Je n'ai pas terminé mon travail dans les archives des Hadenkopper à Utrecht. Et je pense qu'il se peut que je vais trouver quelques réponses là-bas, parce qu'il garde une relation avec eux, même après son retour, quand il est là-bas, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les Hadenkopper, pour moi, sont aussi probablement une réponse pour la deuxième question. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il avait probablement des gens, pas tellement en France, mais aux Pays-Bas, qui pouvaient écrire pour faire des commandes, passer des commandes, qui pouvaient acheter des livres, qui pouvaient les envoyer à Jakarta. Il y a quelque chose qui m'a laissé un peu sur ma faim, c'est-à-dire, apparemment il avait quelques peintures, mais on ne les trouve pas. Mais donc, est-ce qu'il s'agit de peintures faites, par exemple par les artistes néerlandais dans l'Asie, ou est-ce que ce sont des peintures qu'il a fait venir comme geste nostalgique de l'Europe? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est clair et certain que quelqu'un qui était dans le Conseil des Indes, qui était lié avec ces familles aux Pays-Bas, n'avait probablement pas énormément de problèmes pour passer des commandes et pour les avoir par la suite. Alors, le problème, c'est que jusque-là, je n'ai pas trouvé énormément de listes de bibliothèques, par exemple dans le milieu néerlandais à Jakarta, à l'époque. Je sais que Kamphar avait une petite bibliothèque, ça on sait. Et on peut trouver des références dans ses ouvrages. Et d'ailleurs, ça c'était assez... Parce que rester à Deshima était très ennuyeux. Donc en fait, tous ces gens qui sont arrivés à Deshima, dans l'île, ils amenaient des livres. Mais à la limite, il serait intéressant d'essayer de monter une comparaison entre différentes bibliothèques qu'on a au XVIIe siècle pour les Européens en Asie, pour voir quel genre de choses ils ont, quel genre de goût ils ont. Parce qu'il me semble que, disons, cette liste, le goût de Saint-Martin est assez marqué. C'est très clair, le genre de choses qu'il aime. Les ouvrages politiques, les testaments des hommes politiques, y compris des anciens, mais aussi, par exemple, des choses portant sur l'histoire religieuse comparée aussi, le Vieux Testament, rapport au Kabbalah et au judaïsme. Donc, on peut arriver à dessiner quelque chose à partir de ça. Mais si tu m'as des choses à proposer sur ce milieu de la région d'origine de Béarn et les autres, je serais très content de poursuivre ces pistes-là. L'histoire globale du Béarn qui va s'écrire. Bonsoir monsieur. Moi j'avais une question sur l'activité de ce Saint-Martin en dehors de la VOC. Puisque donc vous dites qu'il a travaillé en tant que capitaine, en tant que militaire pour eux, mais est-ce qu'il avait des activités extérieures pendant sa présence dans les Indes, en particulier s'il investissait ou s'il avait des possessions qui auraient pu expliquer peut-être aussi l'ampleur de ses connexions? C'est difficile parce que vous savez que le problème, globalement, qu'il faut comprendre, c'est-à-dire la différence entre la compagnie anglaise et la compagnie néerlandaise au XVIIe siècle, c'est que la compagnie anglaise, depuis le départ, a toujours permis le commerce privé. C'était permis. Bien sûr, puis il y avait des gens qui exagéraient. Donc, c'est-à-dire, par exemple, qui piquaient des choses des comptoirs et tout. Donc ça, c'était un peu trop. Mais on avait le droit. Tandis que le problème avec les Néerlandais, c'est qu'ils avaient toujours interdit le commerce privé. Alors, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que, jusqu'à un certain point, les historiens très naïfs ont pensé qu'il n'y avait pas de commerce privé. Et la réalité, c'est qu'il en avait, mais beaucoup de contrebande. La difficulté, c'est vraiment de trouver les traces de ça. Comment trouver les Néerlandais qui sont en train de faire ces espèces de négoces à côté de la compagnie? Donc, il y a normalement deux voies. La première voie, c'est d'aller regarder dans les archives des autres compagnies. Parce que souvent, donc, on fait des gossips, on dit oui, alors on sait qu'il était en train de faire ceci ou cela. Ou parfois, on passait par les autres compagnies pour le faire. Ça, c'est une voie. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire vers la fin du XVIIe siècle, la compagnie néerlandaise est devenue avec beaucoup de soupçons sur ses employés. Et puis, donc, ils ont institué toute une série de quelque chose qui s'appelait le fiscal. Le fiscal et donc, le fiscal se promenait de comptoir en comptoir pour faire des enquêtes sur les gens, sur la corruption. Et normalement, le fiscal avait, il pouvait survivre 3 mois dans un comptoir, puis il était mort. Donc, il fallait qu'il fasse son travail assez vite pour repartir. Mais on a donc ces rapports de fiscal. Et ça serait intéressant si je trouve des rapports de fiscal, par exemple, dans des endroits où il a été, pour voir si jamais il y a des choses portant sur lui. Mais pour l'instant, non. Donc cet aspect-là de son activité, pour moi, est caché pour l'instant.
Mais c'est assez probable que quelqu'un comme lui, qui avait tous ses intérêts, oui. Vous avez évoqué la grammaire, les grammaires arabes et persanes qui permettent de comprendre la grammaire du malais. Et je voudrais savoir dans quelle mesure la trajectoire de cette bibliothèque et aussi la trajectoire de Saint-Martin permet de façon plus générale de comprendre et de savoir s'il y a un orientalisme hollandais. Parce qu'au même moment, en France, depuis François Ier, on enseigne les langues orientales. Est-ce que c'est le même cas aux Pays-Bas et dans quelle mesure c'est articulé ou non avec la Compagnie des Indes orientales, un enseignement de langue, de civilisation? Oui, tout à fait. Il faut justement prendre ça comme un moment, si vous voulez, fondateur de l'orientalisme néerlandais. Hein? Et ça, on a compris depuis un certain temps. Hein? C'est-à-dire, il y a des travaux portant, par exemple, sur les professeurs de langue, etc., à l'Université de Leyde, sur... bon, ça, par exemple, si on regarde même le célèbre livre d'Anthony Grafton sur Joseph Scaliger, et lui, il parle aussi des rapports qu'avait Scaliger avec ces gens aux Pays-Bas et tout. Donc, tout récemment, on vient de publier, et si ça vous intéresse, je vous recommande ce livre qui est publié par l'Université d'Utrecht. C'est un ouvrage collectif portant sur Adrian Vreeland, en tant qu'orientaliste. Donc, avec sa collection, avec ses activités et ainsi de suite. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quelqu'un comme Vreeland qui était donc un grand professeur. Bon, ok, c'est normal qu'il y a, disons, un certain degré d'attention portée sur lui. Mais par exemple, quelqu'un comme De Jager, qui est un personnage clé pour moi, beaucoup plus modeste et aussi très intéressant parce que, en fait, il venait d'un milieu extrêmement modeste. C'était un paysan, en gros. Hein, mais un paysan qui donc a été soutenu par Nicolas Ritson, qu'il a introduit dans le milieu de la compagnie, et puis qui s'est inventé en quelque sorte en tant qu'orientaliste, mais orientaliste très philologue, en passant vraiment par les langues. Je pense que c'est un travail qui reste à faire, tout ce milieu. Donc, je vous dis, De Jager, Havard. Sur Havard, on a commencé à voir 2 ou 3 choses. Parce que Havard, par exemple, a aussi écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle De Persians Secretaris. Donc ça, c'est pour expliquer comment on devient une espèce de scribe secrétaire dans le milieu indo-persan, disons en utilisant ce qu'on appelle l'insha, les exemples de prose. Donc, comment est-ce qu'on écrit une lettre à un sultan, comment est-ce qu'on écrit une lettre à un gouverneur, et ainsi de suite avec ce genre d'exemples. Et donc, c'est un milieu, disons, plus pratique, moins intellectuel, moins intéressé par, disons, les aspects théoriques de la langue et du grammaire, mais néanmoins qui avait un rôle à jouer. Donc si on commence à mettre ensemble tous ces gens-là au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, je pense qu'il y a toute une autre histoire des débuts de l'orientalisme néerlandais à faire. Il y avait un professeur naguère de persan à Leyde, de Brown, qui avait écrit quelques articles portant sur ces questions-là, mais ça, je pense qu'on n'a vraiment pas regardé d'assez près ou aller suffisamment loin. D'ailleurs, je trouve vraiment dommage que ce texte de Jager, que je vous ai montré, en fait, c'était le dernier article que Denis Lombard avait publié, et c'est un article posthume
parce qu'il venait tout simplement tout juste de trouver ce texte et de publier ça. Donc ça a été publié en 1999, et puis il n'y a presque rien. Donc j'ai besoin de revenir vers mes amis spécialistes du ballet ici à Paris ou ailleurs pour qu'ils reprennent un peu ces aspects-là. Et vous avez tout à fait raison de lier ça avec justement l'histoire d'un orientalisme, mais un orientalisme comme une grande partie des orientalismes aussi lié avec la construction des empires. Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. J'avais une rapide question sur les sources que vous mobilisez, notamment sur l'utilisation des sources primaires dans votre récit. Et je me demandais en fait si l'histoire de Saint-Martin aurait pu être écrite par les archives de la Compagnie des Indes orientales notamment, ou en tout cas quels sont les bénéfices de sortir de l'archive coloniale pour suivre les connexions de personnages tant géographiques, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire vous mobilisez par exemple cette pièce de théâtre. Donc voilà, je voulais savoir. Oui, vous savez que les archives de la Compagnie des Indes sont très riches, même trop riches, et assez indigestes. Pour vous donner un exemple, si je prends une année, 1670 par exemple, il y a quoi dans les archives, si je regarde autour, il y a peut-être 8000 pages partout en Asie. Donc ça devient un peu difficile. Et il faut vraiment, pas seulement lire vite, mais arriver à faire un certain nombre de choix et ainsi de suite. Mais le problème, c'est aussi que ce sont des archives qui font un peu écran sur toute une série de questions, y compris par exemple le commerce privé, des choses comme ça. Et c'est pour cela que pendant très longtemps, on a fait une histoire de la Compagnie des Indes qui est extrêmement, c'est une histoire apologétique et une histoire très officielle, où on raconte un peu exactement ce que la compagnie avait envie de raconter. Et c'est pour cela que l'entrée est, d'ailleurs, il y a une biographie qui n'est pas inintéressante de Van Reyden, qui a été publiée il y a peut-être 20 ans. Et cette personne qui s'appelle Heiniger, qui avait fait la biographie, lui, il est allé chercher dans les archives privées des familles aux Pays-Bas. Et du coup, il est arrivé à voir un certain nombre de choses qu'on ne voit pas dans les archives de la compagnie. Donc, c'est, on dirait, un travail classique de croiser les archives. Et c'est exactement ça qu'on a besoin de faire ici, c'est-à-dire pas être trop séduit par la richesse des archives de la compagnie et à un moment donné dire, bon, je prends mes distances par rapport à ça et je vais aller chercher ailleurs. Et pour moi, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire si on fait l'histoire de la présence française, il faut aller regarder chez les Anglais et vice-versa. Et ainsi de suite. C'est-à-dire pas rester à l'intérieur de la production discursive de l'institution qu'on a envie d'étudier. Pour moi, c'est une espèce de principe de base. Bonsoir. Donc, en fait, vous avez dit que il avait en quelque sorte intégré le réseau des officiers de la compagnie quand il a étudié à Leyde et qu'il y avait souvent des professeurs issus de la compagnie. Mais est-ce qu'au XVIIe siècle, c'était un parcours fréquent pour intégrer ce réseau, ou est-ce qu'il était juste au bon endroit au bon moment et que le reste des officiers de la compagnie avaient tous un parcours un peu différent? Alors, est-ce que tu peux répéter parce que je n'ai pas tout compris? En fait, vous avez dit qu'il a un petit peu intégré le réseau des officiers de la compagnie parce qu'il y avait vraiment des professeurs issus de cette compagnie pendant ses études à Leyde. Mais est-ce qu'à l'époque, pour les officiers de la compagnie, c'était un parcours fréquent
Est-ce qu'ils ont tous eu un parcours un petit peu différent avec d'autres mécanismes pour intégrer ces réseaux? En gros, la question c'est sur la formation des employés, des officiers de la compagnie. Est-ce qu'ils étaient souvent formés à l'université ou pas? Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Non, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a, là c'est aussi un sujet qui n'a pas été étudié systématiquement, mais globalement on peut dire d'autres choses. Premièrement, il y avait des gens qui sont partis vraiment très très jeunes, par exemple aux Indes ou au Brésil ou ailleurs, donc qui n'avaient même pas eu l'occasion de faire des études, disons, parce qu'ils étaient partis à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Donc ça c'est pas du tout... c'est souvent le cas. Mais aussi, il y a beaucoup de gens, par exemple, moi j'étais assez surpris, on revient sur Jan Pieterszoon Koen, par exemple, celui qui est le gouverneur qui a fait le massacre de Banda. Jan Pieterszoon Koen était formé comme marchand. Et pour moi c'était assez intéressant de voir, il est allé se former comme marchand en Italie. Donc il était dans une maison néerlandaise de commerce en Italie. Et sa formation, en fait, au départ, c'était dans les choses de base de marchand, de comptabilité, ce genre de choses. C'était vraiment pas, disons, ni dans la guerre, ni avec ce genre de choses intellectuelles. Alors donc, il faut dire que... et puis, il y a des gens assez intéressants, par exemple, qui avaient une formation disons, professionnelle d'artiste, par exemple. On trouve ça aussi, parfois. Il y a, par exemple, Isaac Koudek, qui était dans le comptoir de Surat, qui nous a laissé quelques peintures assez intéressantes. Et lui avait une formation assez avancée d'artiste et de peintre. Donc il y a toute une diversité, et là encore, c'est la même chose pour les autres compagnies. Vous voyez, si on regardait la compagnie française ou la compagnie... et ça dépend aussi, par exemple, des milieux. Par exemple, si on prend quelqu'un comme Duplex ou Debussy, c'est pas les gens qui avaient une formation banale. C'était des gens, par exemple, si on regarde les lettres de Debussy, c'est truffé des références classiques à l'histoire ancienne, des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'il faut faire toute une espèce d'analyse, si vous voulez, sociologique à l'intérieur même de ces compagnies. Ce qu'on a fait, par exemple, si on regarde la génération des Anglais qui ont fait la conquête de l'Inde, ces gens-là, tout simplement, ce qu'on appelle les nababs, parce que c'était des gens qui ont pillé plein de choses, qui sont revenus et qui ont fait fortune. Et puis, donc, on a des espèces de portraits collectifs de ces gens, on voit qui ils sont, quel genre de formation ils avaient. Je parle des gens comme Karnak ou Clive et ainsi de suite. Mais pour les Néerlandais, je dois dire, on n'a même pas une espèce de dictionnaire biographique de ces gens de la compagnie un peu acceptable pour comprendre un peu ce genre de choses. À chaque fois, par exemple, il faut regarder dans les notes de bas de page par exemple, de General Beseven, qui sont les lettres envoyées par la compagnie aux Pays-Bas. Et là, comme ce sont des éditions très très bonnes, à chaque fois qu'il y a un personnage important, on a une espèce de grosse note de bas de page où on donne une petite biographie. Et souvent, c'est la seule chose qu'on trouve. Mais vous avez raison qu'il faut aussi différencier ces gens-là de ce point de vue-là. Et bien sûr, on arrivera à ce moment-là à une compréhension plus complexe de ce milieu. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, vous avez bien mis en avant le réseau qu'il avait au sein des employés de la VEC, mais j'avais une petite question, c'était plutôt sur les liens qu'il aurait pu entretenir avec les populations sur place, parce que vous avez parlé de Potvin qui aurait fait arrêter l'attaque. Vous avez aussi dit qu'il avait beaucoup de manuscrits. Mais est-ce qu'on sait s'il avait des relations, par exemple, avec des interprètes, des marchands sur place, et auprès de qui il aurait pu se procurer en fait tous ces ouvrages, par exemple? Oui. Alors là encore, comme je vous ai annoncé au départ, c'est pas un travail achevé.
Donc, il serait intéressant de regarder de plus près, par exemple, si je prends un incident, comme par exemple cette expédition de Bantam, où manifestement il y a un conflit. Souvent les conflits sont intéressants parce que quand il y a des conflits, il y a des rapports et des contre-rapports, des gens qui font des plaintes, et puis il y a des choses qui risquent de sortir dans ces espèces de situations. Et, par exemple, moi, j'ai trouvé très intéressant l'accusation contre Saint-Martin. L'accusation, c'était quoi? C'était de dire qu'il a déjà été quelques fois à Bantam, qu'il avait des relations avec la cour, et donc, quand il est arrivé avec la flotte, que les gens de la cour avaient envoyé quelque chose, peut-être de l'argent, un pot de vin, etc., en disant, bon, ok, on ne fait pas la guerre. Et donc, du coup, il a décidé de rester de l'autre côté, jusqu'au moment que l'autre, M. Juncker, le subordonné, a forcé la main. Donc, cela veut dire, à part la question de la corruption, cela veut dire aussi que c'était quelqu'un qui avait probablement des relations avec plusieurs cours, plusieurs milieux courtisans qu'il continuait probablement. Et donc, je peux aller regarder de plus près, par exemple, si je trouve une plainte, une extenso de Juncker contre lui, où il explique ce qu'il avait, les doutes qu'il avait sur lui, etc. Et c'est sûr qu'il parlait malais. Oui, j'ai oublié de dire qu'apparemment il avait quelques textes en malayalam aussi. Mais ça, c'est aussi... c'est une question de savoir si, par exemple, il avait une connaissance soit de malayalam, soit de Sinhala. Je ne sais pas. Mais alors ça, c'est toujours le problème à chaque fois parce qu'entre autres, le jeu de ces gens, c'est toujours de cacher les rapports qu'ils ont dans ces espèces de milieux qui sont autres. Hein? On ne révèle jamais, si on peut éviter de révéler qui sont les interlocuteurs, qui sont les informateurs. Voilà, et jusqu'au point que même Van Reyde, par exemple, il ne dit pas assez clairement jusqu'à quel point il est redevable, non pas à quelqu'un de local, mais à cet Italien. Et donc, il faut chercher pour trouver ce genre de choses. Hein. Mais vous avez raison que aussi pour, par exemple, si je pouvais arriver à comprendre, comment est-ce qu'il a acheté ces manuscrits. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris, donc ça c'est le malais qui est écrit en Javi. Donc c'est écrit en écriture arabe. Donc ça implique que normalement, s'il pouvait lire ces manuscrits, il était capable à la fois il avait une connaissance de la langue et de l'écriture. Et s'il avait une connaissance de l'écriture, ça veut dire que probablement il a étudié soit l'arabe, soit le persan quelque part. Et je pense que ce n'était pas en Europe, c'était probablement en Asie qu'il a fait ses études. Et encore une fois, avec qui? Alors, dans le cas de Harvard, par exemple, comme on a trouvé les manuscrits, et j'ai une élève à moi qui est en train de faire un travail sur Harvard, et là, il parle clairement de qui était son maître, de personne, et comment il a appris avec son maître. Et on a même, en fait, c'est quelque chose qui est très amusant, qui sont des espèces de cahiers où on faisait des traductions avec le maître, qui sont restés donc, justement dans les archives de Reiland à Utrecht. Mais c'est rare. Mais néanmoins, c'est très intéressant, c'est une piste à suivre. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Sanjay. Et donc, ça n'est que le début, puisque donc, il y aura plusieurs autres conférences, et notamment, j'attire l'attention de la salle sur celle qui aura lieu donc, le 29 février, puisqu'il y a un 29 février cette année. Donc, en salle du SAN, à 17h. Et donc, Sanjay reviendra là sur son parcours, à la fois biographique et intellectuel, et il sera interviewé par des étudiants du département qui préparent fiévreusement cette séance. Voilà. Donc merci beaucoup.